Et donc c'est une vision de clinicien, donc une vision volontairement un petit peu simpliste que je vais vous donner. Rappelez d'abord ce que c'est que la charge virale pour les gens qui ne sont pas familiers de l'utilisation de la charge virale. Qu'est-ce qu'elle c'est, cette charge virale? D'abord, rappelez que ce qu'on mesure, c'est une charge virale plasmatique. Il ne faut pas oublier ça. Le virus, il est dans les cellules et il produit des particules virales donc, qui sont libérées dans le plasma. Et c'est ceci qu'on mesure quand on mesure la charge virale. Donc, quand une charge virale est présente, quand on mesure quelque chose qui a un certain nombre de copies, cela veut absolument dire que le virus est en train de se répliquer. Je crois que c'est très important d'avoir vraiment ça en tête quand on demande une mesure de charge virale. La deuxième notion importante, c'est que quand on met en route un traitement, je vais vous le montrer, efficace, eh bien, qu'est-ce qui se passe très rapidement? La réplication virale diminue et du coup, la charge virale diminue. Et on sait même que la charge virale, et c'est l'objectif des traitements actuellement, la charge virale elle devient indétectable parce qu'il n'y a plus de réplication virale. Donc l'objectif du traitement, clairement, c'est d'obtenir une charge virale indétectable. Alors c'est pour vous montrer que finalement, ce virus est sous des tas de formes dans les cellules, les macrophages, mais surtout les lymphocytes CD4, activés ou non, et ce sont ces virions libres qui représentent ce qu'on va mesurer en mesurant la charge virale. Et on doit rappeler, c'est important de constater ou de savoir que la demi-vie de ces virions libres, elle est très courte. Vous voyez, elle est seulement de quelques jours, même pas, ce qui explique que la réponse au traitement antirétroviral est très rapide aussi en termes de réduction de la charge virale. Cette charge virale, on va vous la rendre sous deux formes possibles, et en général sous forme de log et sous forme de copie. Alors souvent on est plus familier des copies parce qu'on comprend mieux ce que c'est qu'un nombre de particules, mais vous savez très bien qu'en termes de charge virale, il faut raisonner en log puisque c'est exponentiel, c'est une progression exponentielle. Chaque virus donne naissance à des virus qui eux-mêmes, etc. C'est l'histoire du jeu d'échecs. Hein. Et donc comme c'est une progression exponentielle, là, il faut avoir bien conscience qu'une variation significative ne l'est qu'à partir du moment où il y a au moins 0,5 log de différence entre deux charges virales. Donc faire attention de ne pas considérer que quand on passe de 20 000 à 30 000, eh ben, on a une augmentation de la charge virale. Il faut le mettre en log pour pouvoir apprécier cette différence de charge virale. Alors qu'est-ce qui se passe quand on met en route un traitement? Eh bien, voilà un exemple, ici généreusement donné par Pierre de Truchy. Il s'agit d'un patient, vous voyez, on est en 97. Ce patient a la chance de bénéficier, si je peux dire, d'emblée d'une trithérapie antirétrovirale qui comporte 2 inhibiteurs nucléosidiques, comme on vous a dit, AZT3TC, plus un dinavir. Ici, la charge virale est en rouge. Vous voyez, au départ, elle est à peu près, là c'est en copie, à peu près à 10 000 copies, donc elle n'est pas très élevée. Et vous voyez quand, très rapidement, il y a une chute de la charge virale, qu'ensuite cette charge virale est en dessous du seuil de détection de l'époque, qui devait être à peu près 100 copies. Et vous voyez que là, cette charge virale ne bouge pas. Ce que je voudrais faire remarquer sur cette courbe, c'est que, tandis que la charge virale baisse rapidement et reste très basse, indétectable avec le seuil de l'époque, on voit que les CD4 vont monter, mais pas tout de suite. C'est-à-dire, par exemple, si on avait contrôlé les CD4 quelques mois après l'introduction du traitement, on aurait vu qu'ils avaient baissé, on aurait dit ce patient est en échec. En fait, si on attend un peu, les CD4 remontent et c'est vraiment la pente des CD4 qui nous indique l'évolution. Mais pour avoir la pente des CD4, il faut attendre un petit peu. Ce patient ici arrête son traitement. Je ne sais pas pourquoi, mais il arrête son traitement. Vous voyez que la charge virale remonte. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que pendant que la charge virale remonte très vite, mais là, elle n'a peut-être pas été surveillée pendant cette période de temps-là, elle remonte rapidement, et bien les CD4 d'abord ne bougent pas. Donc on voit très bien qu'il y a souvent un décalage entre l'évolution des CD4, qui reste tout à fait satisfaisante ici, et la remontée de la charge virale. Donc un décalage dans le temps, et l'échec là, il était perceptible plus rapidement si on avait mesuré la charge virale que si on avait mesuré le taux de CD4. Autre exemple, un autre patient de Pierre de Truchy, trithérapie antirétrovirale qui est débutée ici, baisse drastique de la charge virale, et là on voit très bien qu'on a une remontée, malgré un changement de traitement ici qui n'est pas très important d'ailleurs, puisqu'il s'agit simplement de changer l'antiprotéase. Vous voyez, on voit une remontée des CD4, mais ce qui est important,
C'est comme tout à l'heure, vous voyez que dans un premier temps, les CD4 n'ont pas beaucoup bougé et que si on s'était contenté des CD4, on aurait pu penser qu'il y avait un échec au traitement antirétroviral. Il faut savoir être patient pour que les CD4 remontent, surtout lorsqu'ils sont bas au début. Donc moi je vais vous raconter une histoire qui est une histoire de l'hôpital Bichat qui vient illustrer ce dont on a parlé tout à l'heure, ce dont la personne le précédent orateur a parlé, qui est l'histoire de la résistance. Il s'agit d'une histoire tout à fait réelle, d'une patiente qui est dépistée VIH en 92 et pour lequel j'ai beaucoup simplifié son histoire. Elle a reçu d'abord, puisqu'on était avant l'époque des HART, enfin elle a reçu on était au début des trithérapies. Je ne sais pas pourquoi, à cette époque, elle a reçu seulement une bithérapie. Vous voyez, en 97. Ces CD4 sont à 340, et ces CD4, à partir de 97 jusqu'en 2003, restent stables, entre 350 et 400. En 2004, elle change de médecin, et le médecin qu'elle voit considère qu'il faut faire un changement complet de son traitement et commencer une trithérapie. Donc elle reçoit efavirenz, DDI, abacavir. En août 2004, il constate que les CD4 ont baissé et il fait pratiquer une charge virale qui est à 79 000 copies. Donc il demande un génotypage et voici le résultat du génotypage qui le terrifie un peu parce que vous voyez ici qu'il y a, alors notre ami virologue pourrait détailler mieux toutes ces mutations. Vous voyez la M41L, la D65L, la K70R, la M184, la K65R qu'on connaît, la D215. Et puis, vis-à-vis des non-nucléosidiques, il y a la K103N et la Y180. Donc finalement, la conclusion à ce moment-là du génotype, c'est que cette souche est résistante à tous les inhibiteurs nucléosidiques, à tous les inhibiteurs non nucléosidiques, et que la seule solution thérapeutique à ce moment-là, c'est d'utiliser une, voire deux antiprotéases. En rétrospectif, on prend les charges virales précédentes et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en fait, depuis 2000, eh bien, les charges virales étaient toujours aux alentours de 10 000 copies, alors que, vous voyez, le chiffre de CD4 était tout à fait correct, considéré comme par le clinicien qui la suivait comme satisfaisant. Et jusqu'à une montée plus importante de la charge virale en 2004. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire? C'est tout simplement qu'il y a eu une réplication virale continue du virus sous traitement antirétroviral depuis 1996, que les mutations vis-à-vis des nucléosidiques sont apparues probablement sous bithérapie, que quand on a changé le traitement, qu'on a introduit un inhibiteur non nucléosidique, eh bien, la patiente était de facto en monothérapie d'inhibiteurs non nucléosidiques, et donc finalement, très très vite est apparue la résistance aux non-nucléosidiques, et donc on a une résistance complète aux deux classes. Donc quand on reprend les études, pour illustrer ce propos, quand on reprend les études qui regardent un petit peu l'évolution des résistances, alors là je passerai très vite parce que ça a déjà été dit tout à l'heure, on voit en fait que, d'une part, ce que je vous ai montré, c'est que les patients sous traitement antirétroviral, même lorsqu'ils ont des charges virales détectables, mais qui peuvent rester modérément détectables, il peut y avoir sous ARV un maintien et un gain en CD4. Et surtout, c'est que finalement, lorsque la charge virale est toujours indétectable, inférieure à 50 copies, le risque d'échec virologique est très faible, alors que quand il y a des blips, c'est-à-dire des petites remontées de la charge virale, ou de temps en temps des charges virales qui remontent pour des raisons qui peuvent être des raisons d'observance, des raisons de disponibilité du médicament, des raisons d'organisation personnelle, eh bien, dans ce cas-là, on a un taux d'échec ultérieur qui est beaucoup plus élevé. Quand on regarde maintenant les mutations, la fréquence des mutations de résistance majeure, selon qu'on reçoit un traitement de première intention avec une antiprotéase ou avec un inhibiteur non nucléosidique, ce qu'on constate vraiment, c'est que lorsque on a un régime thérapeutique avec inhibiteur non nucléosidique, mais la fréquence des mutations majeures dans les échecs aux inhibiteurs non nucléosidiques est très élevée. Je vais le montrer sous forme d'histogramme, ça se verra encore mieux. Vous voyez ici que dans les études avec inhibiteurs non nucléosidiques, donc trithérapie avec inhibiteurs non nucléosidiques, la fréquence
des mutations est beaucoup plus élevé que lorsqu'il s'agit de trithérapie avec IP. Et vous voyez, là, on a en cumulatif 53% de mutations majeures au non nucléosidique. Et ce qui est important aussi, c'est que très souvent, il y a des mutations, on nous a expliqué le mécanisme tout à l'heure, à d'autres molécules, de la même classe bien sûr, mais qui peuvent vraiment compromettre les possibilités thérapeutiques du patient après. Notamment, la patiente dont je vous parlais tout à l'heure avait aussi une moindre sensibilité à l'étravirine et on n'a pas pu utiliser l'étravirine chez elle. Donc, le constat de tout ça, c'est qu'effectivement, on nous l'a dit, les trithérapies initiales qui sont actuellement recommandées par l'OMS comportent un inhibiteur non nucléosidique, mais dans ce cas-là, une seule mutation confère la résistance. Et toutes les causes qui vont faire qu'il y a une réplication virale sous traitement risquent d'entraîner une sélection de mutations de résistance, des fausses bithérapies, des mutations TAM qui apparaissent et des échecs virologiques complets, d'où une restriction de choix pour la deuxième ligne. Donc quand on prend maintenant les recommandations, il s'agit ici des recommandations nationales du rapport d'experts 2010 en France pour l'utilisation de la charge virale, eh bien, on nous conseille de mesurer la charge virale avant de débuter un traitement et on nous dit que cette charge virale doit avoir baissé d'au moins 2 log à 4 semaines de traitement, qu'à 3 mois, elle doit être inférieure à 400 copies et qu'à 6 mois, la charge virale VIH doit être indétectable. Et là, l'indétectabilité est un peu discutée parce qu'il y a des laboratoires qui rendent le résultat en 20 copies, d'autres qui rendent en 40 copies, d'autres en 50 copies. Mais il semble bien actuellement qu'on est plutôt sur l'idée qu'il faut être inférieur à 50 copies. Donc, à 6 mois, quand on commence un traitement antirétroviral, on doit avoir une charge virale indétectable au seuil de 50 copies. Qu'est-ce qu'on doit faire après en termes de charge virale? Eh bien, quand on a obtenu cette charge virale indétectable à 6 mois, eh bien, on doit contrôler cette charge virale tous les 3 à 6 mois. Selon, ce sera plutôt tous les 3 mois si on vient d'obtenir une charge virale indétectable et que les CD4 ne sont pas très élevés. On pourra espacer le temps si la charge virale est indétectable depuis longtemps et que les CD4 sont élevés. Et surtout, ce qui est important, c'est les recommandations. Si la charge virale a tendance à remonter, donc on a forcément ce contrôle puisqu'on est au moins tous les 3 mois au début de traitement, eh bien, dès qu'on voit remonter la charge virale, on intervient. On se pose des questions sur l'observance. Est-ce que le patient a bien pris son traitement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a fait qu'il l'a interrompu quelques jours ou il a pris un médicament qui a pu interagir et faire que l'absorption du médicament a été modifiée? Il a fait la grippe. Cette année, par exemple, depuis un mois, j'ai beaucoup de patients qui ont des petits blips, des charges virales qui remontent. Je pense sincèrement que la grippe doit jouer. Et ils décrivent tous un épisode grippal qui probablement a joué un rôle, à la fois parce que le virus a été stimulé pendant ce moment-là, et aussi parce qu'ils ont pris d'autres médicaments et qu'ils ont peut-être moins bien pris leurs antirétroviraux. Donc vous voyez, se poser la question de l'observance, de la façon dont les médicaments ont été pris. Se poser la question éventuellement pour certains médicaments, en tout cas des dosages, notamment s'il y a d'autres médicaments qui peuvent interagir. S'il y a des médicaments, par exemple, qu'on prend une fois par jour, qui méritent impérativement d'être pris en mangeant, etc. Et on en fait un contrôle rapproché, c'est-à-dire qu'on va recontrôler la charge virale un mois plus tard. Si elle est à nouveau indétectable, tant mieux. On considère qu'il s'agissait d'un blip, mais on va être un petit peu plus vigilant. Si, en revanche, la charge virale reste élevée, à ce moment-là, en général, on fait un génotypage et on va considérer qu'il s'agit d'un échec virologique et modifier le traitement. Alors ça, bien sûr, ce sont des recommandations qui probablement ne peuvent pas s'appliquer partout parce qu'il faut la disponibilité de la charge virale, ce qui n'est pas évident, mais il est clair qu'on doit s'orienter vers ce type d'utilisation de la charge virale. Alors il y a eu des essais en Afrique qui ont essayé de comparer l'évolution des patients selon qu'on avait un suivi clinique ou biologique, et dans le suivi biologique, si on avait seulement les CD4, comment on pouvait positionner la charge virale. Alors les conclusions de cet essai et qui ont été publiées par l'OMS, c'est en gros qu'il fallait introduire la charge virale afin de mieux gérer les switches, c'est-à-dire on a 2 possibilités. Soit on utilise la charge virale que si il y a des éléments qui font penser qu'on est en échec.
C'est-à-dire ces éléments peuvent être cliniques ou peuvent être biologiques, mais ce ne sont pas la charge virale. Donc il y a un suivi clinique. Si la charge virale est disponible, on fera la charge virale et éventuellement, en fonction du résultat de la charge virale, et là le seuil qui est pris n'est pas du tout l'indétectabilité comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le seuil de 5000 copies. Si la charge virale est supérieure à 5000 copies, on va répéter cette charge virale. Si elle reste supérieure à 5000 copies, on va envisager le switch. En revanche, si la charge virale reste inférieure à 5000 copies, on considère qu'il n'y a pas besoin de changer de traitement. Ce n'est pas, comme vous avez vu, la position que l'on a actuellement au nord. Bien sûr, cette charge virale, si elle est détectable, au-dessus de 5000 copies, eh bien, après qu'on ait fait une intervention sur l'adhérence des patients, qu'on ait répété, et éventuellement, on pourra essayer de détecter les résistances. Donc, dans ces recommandations OMS, je m'excuse, c'est en anglais et c'est tout petit, mais je vais vous les dire rapidement. Quand faut-il mesurer la charge virale? Si elle est disponible, utilisez la charge virale pour confirmer un échec de traitement. Si elle est disponible en routine, faire une charge virale tous les 6 mois pour mesurer la réplication virale. Une charge virale persistante au-dessus de 5000 copies confirme l'échec thérapeutique. Et quand la charge virale n'est pas disponible, utilisez des critères immunologiques. Et effectivement, l'argumentation de ça, c'est que quand on prend ces études faites notamment en Afrique, on a une proportion de personnes en échec virologique qui est assez élevée et qu'on constate que les échecs virologiques sont dépistés plus tardivement et que ceci a un prix en termes de résistance. Donc ça, c'était, disons, en gros, les recommandations en matière de suivi de charge virale en clinique chez les patients infectés. Il y a aussi l'intérêt de la charge virale chez la femme enceinte, puisqu'il a été démontré que le taux de transmission de la mère à l'enfant était dépendant de la charge virale chez la mère, d'où un certain nombre de recommandations qui sont que chez la femme enceinte, la charge virale doit être faite au moins pendant la grossesse, pendant un certain temps. Si le traitement est débuté pendant la grossesse, il faut le faire tous les mois après la mise en route du traitement antirétroviral. Si la femme enceinte était déjà traitée avant la grossesse, on se contentera en début de grossesse de contrôler la charge virale tous les 3 mois. Et si elle est indétectable, on la contrôlera tous les mois après le 6e mois. La charge virale qui est fondamentalement importante dans les recommandations actuelles, c'est la mesure de la charge virale au 8e mois, c'est-à-dire 1 mois avant l'accouchement, qui va permettre de décider du mode d'accouchement, à savoir est-ce qu'on va proposer une césarienne ou non. Si la charge virale est indétectable, l'accouchement peut se faire par voie basse. Si la charge virale n'est pas indétectable, on proposera une césarienne. Il y a une autre situation clinique où il peut y avoir un intérêt à avoir la charge virale, c'est la situation d'exposition potentielle au VIH, qu'il s'agisse d'exposition au sang ou qu'il s'agisse d'exposition sexuelle. Puisque le risque de transmission, on l'a déjà vu, bien évidemment, dépend de la charge virale, qu'il s'agisse d'un accident d'exposition au sang ou d'une exposition sexuelle. Et comme vous savez, il est actuellement proposé dans un certain nombre de situations d'exposition au sang ou d'exposition sexuelle de prescrire un traitement antirétroviral à la personne exposée. Eh bien, dans un certain nombre de cas, grâce à nos amis suisses et grâce à d'autres études espagnoles qui montrent que le taux de transmission est très bas lorsque la charge virale est indétectable, eh bien, finalement, dans les recommandations du rapport d'experts concernant le traitement post-exposition, il est dit qu'il s'agisse des accidents d'exposition au sang ou des relations sexuelles, c'est que si la personne source est traitée à une charge virale indétectable depuis plusieurs mois, on pourra interrompre le traitement antirétroviral de type post-exposition au sang. Donc vous voyez, dans tous les cas, je crois que la charge virale doit être interprétée comme l'objectif, c'est indétectable. Quand on introduit qu'on met un traitement en route, on doit avoir comme objectif une charge virale indétectable. Il faut donc le contrôler parce que sinon on prend du retard et on risque d'accumuler des mutations. Et en termes de transmission, le contrôle de la charge virale est très important pour mesurer le risque de transmission dans certaines situations sur lesquelles on peut intervenir. En conclusion, les indications de la charge virale, c'est avant la mise en route du traitement,
pendant la mise en route, après la mise en route et pendant le suivi à long terme. L'objectif, je vous l'ai dit, la discussion du switch, la grossesse, les AES, et je voulais vous montrer donc que ceci symbolisait la charge virale indétectable de ces belles chaises bleues de la plage de Lomé. Merci.